Ouais, Ouais, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence conduite du changement, comment mener à bien un projet malgré une situation critique. Alors avant de démarrer, est-ce que vous nous entendez bien? Vous avez une petite section de chat sur votre droite dans laquelle vous pouvez, échanger avec nous. Donc, bonjour Alison, bonjour Nathalie, OK pour le son, super. On va attendre d'autres réponses. Bonjour Céline, Emmanuel, parfait, Prosper, bonjour, super, Morgane également. OK, bon bah super, tout le monde nous entend bien, donc c'est très clair. Alors, bon, je me présente rapidement, Pablo Faucon, hein, responsable des conférences sur le campus, et donc je suis accompagné de Antoine, associé, du cabinet Ellie Partners bonjour. et expert en conduite du changement. Donc, aujourd'hui, l'expert, c'est lui et non pas moi, et donc il va vous parler de la conduite du changement et de comment mener à bien, des projets malgré une situation critique. Hem, Avant de démarrer et pour en connaître un petit peu plus sur vous, et bien, on aurait aimé que vous répondiez à ces 3 questions, pour qu'on puisse, eh bien, comprendre, en fait, vos problématiques, vos enjeux en matière de transformation et de conduite du changement. Et donc, l'idée, c'est que vous répondiez à ces questions-là pour qu'ensuite, Antoine puisse adapter son discours en fonction de vos enjeux. Alors, avant de répondre aux questions, il faut bien les mettre dans un seul message pour, la lisibilité, ça sera plus clair pour nous. Donc avant de taper sur entrée, vous pouvez, voilà, écrire vos réponses. Les questions sont les suivantes. Donc la première, dans quel business êtes-vous? Donc là, l'idée, c'est de nous dire, bah, si vous êtes DRH, directeur au sein d'une PME ou d'une grosse entreprise industrielle, enfin, voilà, nous donner un petit peu de contexte sur votre fonction. La deuxième question, c'est votre obstacle numéro un en matière de transformation ou de conduite du changement. Là, l'idée, c'est vraiment de nous expliquer quel est le point de blocage, voilà, et être assez précis sur ce point, pour que derrière, eh bien, on puisse, enfin Antoine, puisse comprendre, votre enjeu. Et dernière question, votre échéance, est-ce que c'est une priorité immédiate ou est-ce que, c'est un projet sur le long terme? L'idée ici, c'est de voir l'urgence en fait du projet, si, des actions immédiates sont nécessaires. Et donc, on va passer quelques minutes là-dessus, afin de bien comprendre pourquoi vous êtes là. Donc vous pouvez répondre dans le chat. Je vois qu'il y a déjà certaines personnes qui écrivent. Et donc ça nous permettra, voilà, d'avoir un peu plus de contenu. Donc on va commencer. Réboul Jouffret, donc vous êtes directrice transformation au sein d'un organisme paritaire qui gère les fonds de la formation. Alors là, Réboul, il faudrait nous expliquer, voilà, vos obstacles et vos échéances, pour qu'on puisse bien comprendre, mais en tout cas le poste est très clair. Morgane, donc directrice RH et RSE dans une ETI, problématique de vieillissement et d'ancienneté moyenne élevée avec un projet de déménagement à horizon fin 2026. Donc peut-être là, donc votre enjeu, on l'a Morgane et Antoine, hein, vous me dites, mais je pense qu'il faut être un peu plus clair sur quel est l'obstacle, que vous rencontrez. Mmh. Non, Hem, en ce sens, c'est un contexte, ça, hein, la problématique ouais. de vieillissement et d'ancienneté. Aujourd'hui, on comprend pas, enfin, clairement, l'obstacle, c'est quoi les réticences, ou les difficultés qui sont rencontrées pour, ce déménagement? Heu, Dans le sens, est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a des résistances? Est-ce qu'il y a des gens, il y a une perte de personnes potentielles? Enfin, j'essaie d'imaginer, mais voilà, ce serait bien de clarifier si c'est possible. Bon, bah, super. Donc Morgane, voilà, hein, si vous voulez, préciser. Donc, ensuite, donc Sylvie, conduite du changement dans le cadre de l'adoption de la facturation électronique au sein de l'ENG où je suis en charge de mener ce projet, échéance 2025. Donc là, il y a, donc un travail sur, le fait d'adopter la facturation électronique, et donc d'adapter les équipes à ce nouveau modèle si je me trompe pas. Mmh. Pareil, Donc c'est quel est l'obstacle? Dans un sens où, est-ce que les gens sont bah, c'est un changement d'outils,
c'est des gens qui ne veulent pas utiliser, qui restent sur des vieilles habitudes, ou c'est le contexte qui fait qu'il n'y a peut-être pas le bon outil ou les ressources nécessaires pour le choisir. Enfin, quel est l'obstacle principal que vous pouvez rencontrer? Ou je ne sais pas, hein, peut-être qu'il n'y a pas de plan. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Morgane nous a répondu qu'il n'y avait pas d'obstacle pour l'instant, mais un risque de perte, de départ en fait en fonction de la nouvelle localisation qui sera retenue. Donc peut-être que Ouais. là-dessus, voilà, il y a des clés peut-être à avoir pour limiter, cette problématique. Donc je pense qu'Antoine pourra vous répondre tout au long de la conférence à ces enjeux. En tout cas, merci, Morgane. Sylvie, je vous laisse, voilà, apporter quelques précisions. Alison, donc CEO d'Univers Studio, développement de solutions réalité virtuelle pour la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Obstacle passé d'une société 100% orientée prestation de services à une logique de produit priorité décembre. Donc, c'est pour décembre 2024. Donc là, il y a un changement de business model, si je comprends bien, pour Alison. Et donc, la transformation doit s'opérer ici. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, Antoine. Oui, oui, oui. J'entends le changement de business. Et j'entends que c'est l'alignement relatif au CODIR et une annonce avant la réflexion sur le choix du modèle. Ok. Donc, un clivage, c'est ça, hein, c'est la suite. Clivage entre les équipes qui se transforment et les autres. Okay, donc, c'est-à-dire qu'il y a deux vitesses dans le changement. Il y a ceux qui vont rapidement et ceux qui mettent un peu plus de temps et qui ont plus de réticence à s'inscrire à l'intérieur et qui, du coup, peut-être font en sorte que le délai de la transformation s'étende. Ouais, J'essaie de comprendre. J'essaie Alison, comment raccourcir le délai pour faire adhérer des équipes qui, pour l'instant, sont en résistance. Alison, n'hésitez pas, voilà, à réagir. Emmanuel, je travaille dans l'IT, dans le secteur du retail. On a lancé un passage du mode projet au mode produit, difficulté liée à un alignement relatif du CODIR et une annonce avant la réflexion sur le choix du modèle, clivage entre les équipes qui se transforment et les autres. Donc là, c'est très clair, hein, Emmanuel, super. Donc merci pour ces précisions. Christelle, en préparation d'un IMBA vers une professionnalisée consultation indépendante HR, objectif accompagner les structures dans leur changement structurel et organisationnel en lien avec les nouveaux enjeux RSE et inclusion. Donc là, Christelle, si je comprends bien, c'est dans le cadre de cette préparation, vous recherchez à avoir des informations. Donc voilà, vous en aurez, c'est top. Vous êtes au bon endroit. Reboul, donc vous revenez, qui était directrice transformation, difficulté à aligner les métiers sur les priorités, plus à prioriser en urgence à court terme et investissement à long terme. Projet suspendu, pas d'échéance à court terme. Donc là, c'est clair également. Donc, merci pour ces précisions. Blaise, j'anime une entreprise de conseil. D'accord. Très bien. S'il y a des enjeux ou autres, Blaise, n'hésitez pas à nous les transmettre. Alison revient sur sa problématique. Donc, c'était de faire adhérer des équipes, notamment techniques, qui aiment réinventer la roue à chaque projet et faire de la R&D pour les orienter produits, facile à réutiliser, performance, rentabilité. Donc, merci pour cette précision, Alison. C'est top. Je pense que ça donnera pas mal d'idées à Antoine pour vous donner des clés, des points d'avancement. Donc, c'est parfait. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Alors, Sylvie, Sylvie, vous revenez sur votre problématique. Les équipes de la finance ont mal vécu une migration d'ERP récente et projettent les mêmes difficultés sur la facturation électronique. Est-ce possible aussi d'anticiper des réticences des autres fonctions sur le projet de facturation électronique? Donc ça, je pense qu'Antoine, là, c'est assez clair pour vous. Ouais, enfin, ce que j'entends, hein, c'est que, et il y a beaucoup d'entreprises comme ça, hein, c'est que, je sais pas, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on parlait d'une transformation et c'était un plan et c'était sur 3-4 ans. Aujourd'hui, en fait, on vit la multiplicité en fait, des plans de transformation. Il y en a un qui chasse un autre, il y en a plusieurs en même temps et donc, du coup, les équipes sont saturées à la fois de transformation
et vivent et ont vécu en fait des transformations précédentes et avec des écueils qui fait que la culture finalement du changement dans l'entreprise, on va dire qu'elle est un peu perçue de manière négative, dans le sens où elle est passée en forceps, ou parfois on n'a pas atteint les résultats. Et donc du coup, quand on voit un nouveau changement, en fait, on se rappelle comment on a vécu les derniers et on anticipe des difficultés. En tout cas, le contexte dans lequel agit la transformation, c'est une difficulté. C'est pas tiens une surprise et donc du coup c'est génial, on va s'inscrire, c'est une nouveauté et c'est un changement qui est positif. On voit plutôt ça avec un œil réfractaire. Et donc il faut arriver à changer le contexte. En fait. Donc, On va en bon, parler. ouais, ça sera adressé durant la conférence. En tout cas, voilà, on a fait à peu près le tour. Si d'autres personnes souhaitent mettre tout au long de la conférence leurs problématiques et leurs enjeux en matière de conduite du changement ou de transformation, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, merci à tous d'avoir joué le jeu. Ça va permettre à Antoine de vous répondre. Et puis, on reviendra hein, sur vos problématiques en fin de conférence pour vous donner quelques clés et des points d'avancement de manière individuelle. En tout cas sur des points de démarrage. Je vais laisser Antoine voilà, démarrer la conférence sur le sujet, se présenter et puis on se retrouvera à la fin de la conférence. Voilà, bonne conférence à tous. Merci Pablo, merci à tous. Bon, je reprends la main. C'est aussi l'idée de nous présenter, de présenter Ellie Partner. Pour bien comprendre, en fait, cette entreprise, elle a été créée au départ par mon père et un autre associé sur de la formation. Je suis rentré en 2003 en fait dans cette entreprise et au fur et à mesure, je l'ai fait évoluer vers une société plus de conseil en efficacité managériale et commerciale. Et au moment, il y a de ça maintenant 5 ans, on a commencé à regarder comment on opérait et ce qu'on a vu, c'est que en fait la formation et les compétences représentaient plus de 10% du chiffre d'affaires et qu'en fait, on faisait beaucoup plus d'actions notamment en pilotage de transformation, en coaching et en conseil, et avec aussi un département recrutement. Donc en fait, on s'est rebadgé Ellie Partners. Ellie Partners, c'est un jeu de mots hein, qui veut dire leadership instead partner, et leadership instead, ça veut dire mettre du leadership à la place. Sachant que on voit le leadership comme une capacité à créer un avenir dans lequel les gens ont envie de s'inscrire et ont envie de passer à l'action. Donc en fait, on va se servir de cette à la fois philosophie qui se traduit dans des conversations et dans des façons de créer des dispositifs, qui fait que d'un projet qui était peut-être mal embarqué, on va aider à recréer du coup un contexte dans lequel les gens ont du pouvoir et aider à soutenir à la fois le calibrage et donc le positionnement du projet, la communication, la formation, le développement des compétences et le renforcement du plan pour arriver en fait aux résultats qui sont attendus, sachant que voilà, quand on regarde les statistiques, 70% des plans de transformation échouent. Alors échouent dans plusieurs domaines. Soit c'est la durée, c'est-à-dire qu'au départ le plan était prévu pour 2 ans, il va en mettre 4. Soit c'est en termes de ressources budgétaires, voilà, financièrement ça coûte le double. Ou alors en termes de bénéfices, c'est-à-dire qu'au départ c'était prévu pour avoir amélioré, on va dire, la marge, la rentabilité, le chiffre d'affaires ou d'autres indicateurs qui peuvent être mis sur le plan et finalement on n'en tire pas tous les bénéfices, qui fait que voilà, on n'a pas l'ensemble de la transformation espérée et qui fait que ça crée un contexte. Voilà, j'en parlais tout à l'heure dans les entreprises où on vit plan sur plan et multiples plans en même temps, qui fait qu'on a une difficulté au niveau des directions opérationnelles à la fois réaliser l'opérationnel et trouver l'énergie nécessaire pour amener le changement et conduire le plan de transformation. D'où notre positionnement et le soutien qu'on peut apporter en fait à ces entreprises avec une clientèle qui est variée chez nous, hein, de grandes entreprises et de TI ou de très grosses PME. Voilà pour le positionnement d'Ellie Partner. On va discuter et je vais vous partager des expériences
par rapport à des transformations qu'on a menées en essayant de répondre à vos problématiques. Voilà, pour que ça fonctionne, évidemment, je vous demanderai aussi de partager. Maintenant, cette conférence, elle fait partie d'un cycle. Voilà, c'est un cycle de 5 conférences. Donc aujourd'hui, on est sur comment mener à bien un projet malgré une situation critique. Critique, ça veut dire finalement une crise. Et une crise, ça peut être de plusieurs ordres, hein. Mais en tout cas, c'est critique. Et les Japonais ont tendance à dire, hein, que en fait, c'est le même symbole. C'est-à-dire que dans une crise, il y a à la fois une problématique et une opportunité sur un autre plan à partir du moment où on arrive à la distinguer et de se mettre en action à l'intérieur, qui fait que ça devient une opportunité et on appelle ça du coup une crise de croissance. Ce que je vous proposerais après, c'est d'avoir un échange individuel. Pourquoi? Parce que je vais partager certaines choses, je ne pourrais pas forcément aller dans le détail. Et souvent, les gens qui viennent en conférence, en fait, dont ils ont besoin, c'est de quelqu'un qui fait miroir, qui leur permet d'éclairer certains points sur leur sujet et qui les amène un peu plus loin dans leur réflexion. Voilà, donc je vous proposerai ça. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on puisse vous aider, moi ou un de mes collègues, hein, sur un de vos sujets et aller plus en profondeur sur votre problématique et vous permettre de cranter à un autre endroit. Et le mois prochain, il y aura Régis, qui est le patron de la direction ressources, recrutement et mission de transition de Elite Partner, qui partagera sur recruter les leaders de demain pour conduire le changement, parce que parfois on a besoin de ressources externes. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous et je vais avancer sur un constat actuel, parce que si j'ai mis ce titre dans un sujet qui est une situation critique, c'est qu'en ce moment, il y a plein d'entreprises qui en vivent. Et donc, pour apporter un peu plus de réflexion, je me suis aussi documenté sur une étude qui a été réalisée par un cabinet qui s'appelle Regroupe, qui est un de nos partenaires, sur les grands défis prioritaires, en tout cas ce qu'imaginaient les grands patrons et les patrons en fait de toutes sortes, hein, cette année, et le focus qu'ils ont. Alors ils ont un focus sur la rentabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a une inflation des prix et donc du coup une difficulté, et donc le focus est là-dessus cette année, qui fait que ça retient parfois sans doute des investissements. Et le deuxième point qui est apparu, qui est vraiment nouveau, c'est l'aspect ressources humaines et notamment l'engagement des collaborateurs, c'est-à-dire justement comme ils vivent des transformations qui demandent des transformations de plus en plus fortes, le focus est mis cette année sur l'engagement et sur la capacité du coup à conduire le changement et à embarquer les collaborateurs. Alors il y a la transition écologique aussi qui remonte dans le top 3 des priorités, mais on voit que c'est encore bien derrière. Pour aller un peu plus dans le détail, je ne vais pas aller sur les 4 premiers points, mais voilà, à 40%, les défis RH sur lesquels sont focalisés à la fois les DRH et les directions générales, c'est de maintenir ou développer l'engagement des collaborateurs sur les projets, donc la capacité finalement à produire, à manager et à obtenir des résultats, si je le traduis simplement. Je remets ça aussi dans le contexte actuel, avec une autre étude, qui est celle de McKinsey, qui regarde le moral des dirigeants et la façon dont ils voient l'avenir. Et ils se sont aperçus, en décembre de l'an dernier, qu'en fait, voilà, il y avait beaucoup de dirigeants qui imaginaient que l'avenir allait être un peu plus difficile. Et depuis 2 mois, finalement, donc du coup, ils ont serré tous les budgets. Et ce qu'ils s'aperçoivent, c'est qu'en fait, ils vont parler maintenant de soft landing, c'est-à-dire que finalement, ils sont en train de s'apercevoir qu'il n'y a pas forcément autant de difficultés qu'ils l'avaient imaginé sur cette année. Ils commencent à relâcher les budgets, surtout qu'il faut atteindre les objectifs qui ont été fixés en début d'année, et en ayant retenu beaucoup d'investissements, ils ne sont pas forcément sûrs de les obtenir. Voilà, et tout ça a été dû notamment beaucoup à la Chine, qui est en petite, on va dire, décroissance. Et donc, du coup, quand on travaille pour des grandes entreprises, comme la Chine, qui était un gros moteur, n'est plus là pour assurer la croissance, ils ont retenu aussi beaucoup d'investissements. Mais ce qu'on voit, c'est que voilà, ça commence, notamment en Europe, à reprendre confiance. Voilà pour une partie macro dans laquelle on s'inscrit, parce que
dans le changement, en fait, et c'est un des points qu'on commençait à discuter, c'est que le contexte, il est clé. Le contexte, c'est celui dans lequel s'inscrit le changement, c'est-à-dire soit la culture du changement, soit la façon dont est perçu le changement et la transformation. Alors, je vais essayer du coup d'illustrer ça par deux exemples sur lesquels on a travaillé. J'ai choisi et sélectionné deux sociétés pour partager des bonnes pratiques. Il s'agit d'une ETI qui est filiale d'un grand groupe, hein, qui est dans les services financiers, et d'une autre qui est une ETI familiale dans l'industrie de la santé. Alors pour vous donner un peu plus de contexte, l'ETI filiale d'un grand groupe de services financiers, c'est un principal acteur de crédit à la consommation, hein, qui a plusieurs entités, qui conçoit, qui gère une large gamme de produits financiers. Elle vend du crédit à la consommation, du rachat de crédit, des solutions de paiement, des services bancaires comme le compte courant, l'épargne, la bourse en ligne, les placements. Et elle vend en direct à des clients qui sont des consommateurs et à des partenaires, on va dire type Darty, type autre, où elle offre ces solutions de financement pour financer les achats. Et il y a 700 conseillers qui sont au téléphone dans cette entreprise pour voilà, produire ces éléments de service. Le contexte, c'est que le marché du crédit à la consommation, il est tendu. Hein, en plus, il est tendu parce qu'il y a l'émergence de nouveaux acteurs qui sont en ligne. Et puis, ils ont cherché à se diversifier, par exemple, en vendant du mobile ou des choses comme ça, qui apparaissent un petit peu décalées par rapport à leur modèle. Donc, ils ont une volonté de se différencier à travers l'expérience et la satisfaction client par rapport à des acteurs qui sont complètement en ligne et par rapport à leurs autres acteurs, et du coup de faire grandir et d'améliorer la performance commerciale à travers la refonte d'une méthodologie commerciale qu'ils appellent la vente conseil. La problématique qu'ils rencontrent et qui fait que c'est critique, c'est que la force de vente s'est sentie pressurisée et même carrément à aller faire des débrayages directement. Et du coup, on a des conseillers qui sont démobilisés, qui sont plutôt réactifs que proactifs, qui n'ont pas d'énergie quand ils viennent travailler, où il y a l'absentéisme qui grandit et des problèmes de stratégie de fidélisation de la clientèle. Hein. Les clients viennent pour un achat, mais finalement ne consomment pas l'ensemble des produits ou très peu. Donc, en fait, ils se retrouvent dans un échec, dans une situation qui est un peu critique, c'est que voilà, il y a des baisses de parts de marché et puis du chiffre d'affaires qui descend. Et c'est là où on est intervenu, et c'est l'objet de la conférence sur 3 points, hein, de déjà regarder quels étaient les désalignements, parce qu'en fait, quand on est face à ces problématiques-là, quand on est dirigeant ou manager, on a du mal à regarder et avoir de la clarté, finalement, c'est-à-dire ce qui est réellement en train de se passer. Hein. Et puis en plus, quand on est dans des grands groupes, il y en a un qui dit c'est ce problème-là, c'est ça, ce problème, c'est celui-là. Ils ne sont pas forcément d'accord entre eux. Ce qui fait que aussi, c'est ce qu'on peut observer dans des problématiques de transformation et de changement, comme vous avez pu le noter, c'est qu'en fait, comme quand le CODIR, ou quand les gens qui sont en responsabilité déjà ne partagent pas le même point de vue, c'est déjà une première résistance sur le projet. Donc une première chose à faire, c'est d'arriver à les mettre d'accord pour qu'on partage un constat qui est commun. Et donc, pour ça, la première chose à faire, c'est d'analyser ces désalignements en termes de perception et de clarté de projet. Et alors là, comment est-ce qu'on s'y est pris? On a fait des interviews de plus de 80 personnes, hein, de la direction, des managers, des conseillers. On a même été passer des journées directement sur les centres d'appel pour comprendre ce qui était en train de se jouer pour chacune des populations. Et on est ressorti avec des problématiques où il y avait déjà des scripts qui étaient écrits pour les conseillers. On peut se dire que c'est une bonne chose, mais quand on demande aux conseillers d'appliquer des éléments de langage qui n'arrivent pas à s'approprier, ça devient un petit peu comme une dissonance, hein, et donc on ne se sent pas forcément à l'aise. Il y avait une autre problématique, c'est la diversification des produits qui n'était pas compris. Pourquoi on fait du mobile alors qu'on est une banque? On ne comprend pas l'idée. Les managers étaient devenus aussi de plus en plus administratifs, il y a de plus en plus de planning à gérer, de recadrage à faire RH.
et donc, du coup, passaient de moins en moins de temps, finalement, avec leurs conseillers. Une méthode de vente qui était séquentielle. Voilà, on parle du premier produit, crédit à consommation. Une fois qu'on l'a vendu, on passe à un autre produit, on va proposer du mobile. Ou alors, tout simplement, les gens viennent checker ce qu'ils ont sur le compte et leur disponibilité. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils leur proposent un rachat de crédit. Bref, en gros, on fait des choses par étapes et ça n'a pas forcément de lien. C'est saccadé. Il y a des écoutes téléphoniques qui sont faites par les managers, mais qui sont plutôt sanctionnantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'apports à l'intérieur qui sont faits, et des plans d'action qui sont uniquement sur objectif. T'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, et ça ne donne pas vraiment de sens. Voilà. Et en plus, il y a des conseillers qui sont là depuis un certain temps et ils sont limités en termes de progression. Ils voient des managers qui ne sont pas heureux, donc ça ne leur donne pas envie de devenir manager, et eux, ils sont limités en termes d'évolution s'ils veulent finalement grandir ou avoir ce sentiment d'évolution et de rester dans l'entreprise. Et on n'a pas fait que ça pour analyser des unions. Donc en fait, là, on a le point de vue interne, mais ce qu'on a fait aussi, c'est que on a envoyé à chaque fois qu'il y avait un appel, un questionnaire, et on a fait ça pour les clients, du coup, sur 20 000 clients. Et on a demandé, donc, du coup, sur des comportements qu'ils avaient observés de leurs conseillers, de se positionner et de partager à la fois leurs ressentis et ce qu'ils aimeraient. Et on a demandé aux managers de faire la même chose sur les comportements de leurs conseillers et aux conseillers de s'auto-positionner. Donc, en fait, faire une espèce de 360 degrés sur 20 000 personnes et sur 700 conseillers. Et ça a fait ressortir, en fait, 10 points clés dans les désalignements en termes de méthodologie, à la fois des surprises, dans le sens des clients qui reconnaissent certains types de comportements et qui ne sont pas reconnus soit par les conseillers, soit par les managers, soit la différence, c'est des choses qui sont demandées aux conseillers et qui ne sont pas perçues du point de vue client et ni du point de vue manager. Et donc, en partageant ce constat-là, à la fois sur les problématiques, l'ensemble des problématiques et les différences de perception, on a commencé à aligner et à la fois le CODIR, à la fois les directions, le management intermédiaire et les conseillers. Parce qu'on l'a partagé à plusieurs endroits, qui fait que personne n'était fautif, en fait, dans ce sujet-là. Et c'est souvent ça, en fait, une des problématiques, c'est que les gens se sentent fautifs de ne pas réussir ou d'avoir des problématiques. En fait, on va essayer de reporter la faute ou la responsabilité sur une strate de population, un service, qui fait que, en fait, c'est sclérosant. Et à partir du moment où on voit qu'on a tous à balayer dans notre porte, on peut commencer, cette fois-ci, à aborder les deuxièmes points, qui est de créer un avenir qui redonne du pouvoir et de faire adhérer, notamment l'encadrement et collaborateurs, à des initiatives inédites. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte de mettre tout le monde dans une situation nouvelle, dans laquelle tout le monde a quelque chose de nouveau à réaliser pour actionner le plan. Et on prend souvent une image, et c'est l'image qu'on a prise, c'est celle de Fosbury. Alors ça tombe bien, c'est les Jeux Olympiques. Et donc, tout ça, Fosbury, en fait, l'image, c'est que c'est un athlète dans les années 60, qui fait du saut en hauteur, et il est dans l'équipe américaine, il est quand même sélectionné dans les 5 meilleurs, mais il est 3e, 4e, 5e. En fait, c'est pas le meilleur de la compétition. Il n'a pas une détente qui est assez forte pour pouvoir, et à l'époque, on sautait en ciseaux et on sautait en ventral sur la barre, qui fait qu'on allait, je sais plus, je crois que c'est 2,10 m, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement de la taille qu'on arrivait à sauter à l'époque. Mais du coup, Fosbury, bien qu'il était dans les meilleurs, n'était pas le meilleur. Et à un moment donné, il regarde autrement. En fait, il porte un regard différent sur sa pratique et puis il teste de nouvelles choses. Et dans les choses qu'il a testées, il a testé en fait de sauter sur le dos. Et donc, ce qu'on appelle maintenant le Fosbury, flop. Tout ça, parce qu'en fait, l'idée, c'est pour lui, en fait, de trouver d'autres façons où il arrive à mieux sauter et arriver à actionner une détente. Et donc,
au départ, tout le monde le regarde un peu comme un Uber Lulu, et puis surtout, il n'a pas des grandes performances. Hein, il saute, mais il n'arrive pas à bien sauter. Bon, il arrive quand même à se sélectionner, voilà, pour les Jeux de 1968. Et en 1968, il se perfectionne. Et au moment des Jeux Olympiques, tout le monde découvre un Hubert Lulu qui saute en dorsale, qui s'appelle Dick Fosbury, et qui gagne, pour le coup, les Jeux Olympiques. Et en fait, c'est tellement performant qu'à un moment donné, tout le monde s'y met. Et c'est là où on voit que ce n'est pas forcément le meilleur, mais qu'il a inventé la meilleure technique. C'est qu'en 1972, ce n'est pas lui qui gagne aux Jeux Olympiques. Je ne crois même pas qu'il est sélectionné. Donc tout ça pour dire en fait que quand on amène ce sujet-là au sein de cette entreprise, on les amène à générer de nouvelles pratiques et la vente conseil, telle qu'on l'imagine en termes de méthodologie, c'est pas forcément quelque chose qu'ils vont réaliser ou sur lequel ils vont être performants au début, mais sur lequel il y a déjà des preuves qui sont faites par certains conseillers et qu'au fur et à mesure, ça va les amener à réussir autrement. Et donc, c'est en ce sens-là où on recrée un contexte dans lequel les gens ont du pouvoir. Et donc, ce qui est fait à ce moment-là, évidemment, on forme aussi, du coup, les conseillers, mais les managers, en fait, à la vente conseil pour qu'ils retrouvent un rôle opérationnel. On leur fait mettre des adjoints pour qu'ils aient aussi un rôle de vendeur et de conseiller auprès de la clientèle pour pouvoir retrouver une capacité à pouvoir aider et soutenir leurs collaborateurs parce qu'ils vivent la même chose. On les aide à remettre en place des rituels. Donc, on passe de l'écoute à du coaching, en fait, de passer des réunions de chiffres à des réunions dans lesquelles il y a du partage et de la formation. Et au niveau de l'accompagnement, on met ça évidemment sur du temps, sur 2 ans, et avec des points réguliers de suivi pour à chaque fois actionner différents sujets. Et on les aide aussi à se repositionner dans le contexte de cette entreprise, en redonnant du sens aussi à pourquoi est-ce qu'on se diversifie. Et notamment, ils se sont diversifiés sur le mobile. Et ça, c'était un énorme point. On ne comprend pas, ils ne faisaient pas le lien, en fait. Et du coup, ils avaient du mal à l'expliquer aux clients. Et à partir du moment où ils ont compris qu'en fait, ils n'étaient pas vendeurs de mobile, mais en fait, ils vendaient le crédit qui était associé au mobile, et donc ils ne devenaient pas opérateurs, en fait. Ils restent dans leur cœur de cible qui est la vente de produits financiers, et le mobile n'est pas un produit technologique, mais un produit financier sur lequel ils aident des personnes à accéder en fait à ces produits-là. Et à ce moment-là, en fait, on les aide du coup aussi à comprendre que en se focalisant sur la personnalité, en allant sur l'écoute des besoins qui sont plutôt implicites de leur clientèle, ils vont pouvoir les conseiller d'un seul coup et non pas faire une triplette ou une doublette, c'est-à-dire un premier produit, un deuxième produit, mais créer un ensemble, un package dans lequel il y a un crédit ou un rachat de crédit pour aider à restructurer la dette des personnes et également faciliter et faire des économies, par exemple, à des personnes pour accéder à un mobile. Et à ce moment-là, du coup, on s'est retrouvé avec des résultats, déjà au bout de 6 mois, un chiffre d'affaires qui a augmenté de 15%, une évolution du multi-équipement qui a plus de 30%, et puis l'amélioration de la GPEC en facilitant les transferts, puisque tout le monde avait les mêmes méthodes dans les différents services, à faire en sorte qu'il y ait des vendeurs et des conseillers en fait, qui passent de service en service, même s'ils ne voulaient pas forcément passer en tant que manager. Donc voilà une façon en fait de conduire le changement. Alors je vois l'heure qui passe aussi dans le TI familial de l'industrie de la santé. Je ne vais pas forcément m'étaler, mais parce que c'est à peu près la même chose, sauf que là en fait on est dans un univers de production. En fait dans cette ETI, les ventes elles sont déjà assurées 1 an à l'avance, et donc du coup en fait c'est la problématique de production, c'est-à-dire que ce qu'on produit est déjà prévendu. Donc plus on améliore la capacité de production, plus on est en capacité de faire en sorte de maximiser le chiffre d'affaires puisque c'est déjà prévendu. Et là, on avait une dérive managériale qui s'était opérée
une entreprise qui grandit, mais qui avait oublié son esprit familial. Et donc, alors je vais aller vite parce que du coup, j'aimerais revenir quand même sur les questions. On a en fait recréé une capacité de communication et de relation, et on les a aidés à mieux sectoriser en fait leur activité en reprenant des cartes d'activité, en faisant des cartes d'activité, cartes d'identité par secteur, en clarifiant les périmètres et surtout en créant des coopérations, en cassant les silos. Voilà, parce que ce qui avait en fait manqué, c'était la coopération entre services. L'esprit familial n'étant plus là, on n'était plus en capacité de s'inscrire dans quelque chose sur lequel on était rentré. Voilà. Et dans le changement de contexte, en fait, on a remis le fait que ce n'était pas une entreprise qui grandissait et qui passait à une taille ETI, mais qu'en fait, l'esprit familial était là. On les a aidés à redéfinir et recréer leurs valeurs et à les inscrire en fait dans des comportements à la fois managériaux et de production. Voilà, parce que je vois l'heure qui passe, c'est 12h05. Je me suis dit qu'on pouvait du coup revenir à vos questions et aller un peu plus loin dans le détail. Ok. Alors, la main, Pablo? ouais, bah, ce que je vous propose, c'est de peut-être reprendre dans l'ordre les problématiques qui ont été exposées au départ pour qu'on puisse revenir dessus. Donc en 1er lieu, donc on avait, alors je vous appelle par vos noms, hein, ce qui est inscrit, donc Reboul Jouffret qui nous disait donc qu'elle était directrice transformation et donc l'obstacle, c'était d'aligner les métiers sur les priorités et à prioriser une urgence à court terme et un investissement à long terme. Donc peut-être que là, Antoine, vous avez peut-être des clés à donner à Reboul pour avancer sur cette problématique-là ou des retours d'expérience. Ouais, alors ce que je vois aussi, c'est que le projet a été suspendu. Ouais, Du coup, ouais. et sans doute que, alors peut-être mettre un peu plus de contexte, mais souvent ce qu'on observe, c'est que les directions de métier, elles ont leur opérationnel à réaliser. Des projets qui sont déjà là. Et donc, du coup, le projet de transformation, c'est quelque chose qui se supplémente, qui vient en plus. Et donc, ça les surcharge à la fois. Et donc, du coup, il y a une première résistance qui est de se dire que ils n'ont pas forcément les ressources pour pouvoir mener, en plus de ce qu'ils font et ce qu'ils réalisent en opérationnel, en plus mener ce projet de transformation. Et donc, du coup, on peut avoir des difficultés à même parler, du coup, des priorités. Puisqu'en fait, l'opérationnel va prendre presque toute la place dans les réunions de CODIR ou dans les réunions intermétiers. Il y a une place pour le projet de transformation qui n'est peut-être pas bien, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai déjà observé, hein, mis en place. C'est-à-dire que ça devient, c'est pas toujours la priorité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver à faire en sorte que le projet de transformation, voilà, il soit au-dessus, finalement, des priorités opérationnelles ou qu'ils soient au même niveau. Et donc ça, en général, c'est des problématiques de sponsor. C'est-à-dire qu'en fait, le PDG de l'entreprise ou le VP qui porte finalement ce projet de transformation n'est pas suffisamment soit présent, soit n'a pas clairement communiqué sur les enjeux pour l'entreprise. Et donc, du coup, on sait que c'est un projet qui est en plus ou qui est connexe. C'est-à-dire que pour amener plus d'urgence et plus d'importance, le sponsor, là, il a un rôle clé. Et peut-être qu'il est défaillant. Alors, c'est une première possibilité. Deuxième chose, si jamais, imagine qu'il n'est pas défaillant, en fait, donc du coup, on a un sponsor qui marche bien, il y a une priorité qui est donnée au projet de transformation, mais peut-être que ce n'est pas inscrit dans les objectifs des directions métiers. Et dans ce cas-là, c'est un sujet qui est, on va dire, plus RH. C'est-à-dire que ce projet-là, il ne compte pas dans les objectifs de ces directions et qui fait que même s'il y a un sponsor fort, en fait, les directions vont prioriser leurs objectifs. Donc là, il y a un désalignement des objectifs. C'est une autre possibilité.
Une autre possibilité, une troisième possibilité, c'est qu'ils ont envie, mais qu'ils ne savent pas comment faire. Parce qu'en fait, il faut amener de la créativité sur ces projets-là. Quelque chose qui est opérationnel, clairement, c'est du délit, on connaît, c'est des problématiques qu'on gère au quotidien, ça pompe du temps, ça prend du temps, mais on n'y a pas à y rajouter forcément de la créativité et de l'innovation dans ce qu'il faut réaliser. Et donc, du coup, c'est plus facile. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, on va aller sur ces sujets-là plutôt que des sujets sur lesquels on n'a pas l'habitude. Il faut créer des brainstorming, il faut peut-être faire du co-développement, il faut partager. Et ça, c'est une des difficultés souvent qu'on rencontre dans les changements et dans les plans de transformation, c'est que tout le monde, à ce moment-là, en fait, il n'y a pas de solution qui est déjà prévue. Donc, il faut arriver à faire accepter aux gens que dans le changement, en fait, il y a un moment où on peut se sentir désemparé, où on n'a pas les solutions. Et donc, du coup, on se met autour de la table, mais en n'étant pas arrivé avec des solutions déjà préconçues, qu'on est là pour créer ensemble. Et à ce moment-là, ça devient possible de trouver de nouvelles possibilités pour faire en sorte de démarrer le plan. Ou du coup de mettre des priorités, parce qu'il y a des actions qui commencent à devenir claires à la suite de ces sujets-là. D'accord, ouais. Donc là, Reboul, voilà, vous pourrez en discuter avec Antoine, hein, si vous le souhaitez, pour aller plus en détail sur la question. En tout cas, merci encore, d'avoir participé. Si vous voulez rebondir sur ce qui a été dit, n'hésitez pas également. On avait également, Sylvie qui était dans le cadre d'une conduite du changement. Excusez-moi. Qui avait une conduite du changement dans le cadre de l'adoption de la facturation électronique et qui, elle, avait déjà rencontré donc des résistances. Enfin, ils avaient mal vécu la migration d'un ERP et donc qui projettent les mêmes difficultés. Là aussi, peut-être que vous avez un retour d'expérience sur quand il y a déjà eu des résistances par le passé, comment faire qu'il n'y en ait plus pour une nouvelle transformation. Ouais, alors dans ces cas-là, moi déjà j'ai plusieurs réponses. Puis la manière dont on opère, c'est que c'est pour ça qu'on parle de recréer un contexte. C'est-à-dire que le contexte dans lequel on est, il ne donne pas de pouvoir. Clairement, il donne le pouvoir de s'y opposer ou d'avoir des résistances, tout simplement parce que c'est comme si on n'avait pas écouté les gens sur les problématiques qu'ils avaient vécues auparavant. Donc on entend leur résistance, mais on dit qu'il faut quand même y aller. Et il y a plein d'entreprises où c'est comme ça, on dit on force l'adoption. Et souvent sur des produits informatiques, sur la digitalisation, un des ancrages de plein de sociétés de services informatiques qui accompagnent ou d'intégrateurs, c'est ils s'entendent dire, et donc du coup, on va forcer l'adoption, c'est-à-dire que c'est les nouveaux utilisateurs qui sont nouveaux dans l'entreprise qui vont commencer à l'utiliser, et puis au fur et à mesure, les gens vont suivre. Et pour plein de CRM, ce n'est pas le cas, pour des ERP, ce n'est pas le cas, pour du logiciel de facturation, ce n'est pas le cas. À un moment donné, ça prend un temps de dingue parce qu'en fait, on n'a pas écouté les gens et on n'a pas pris en considération leurs problématiques. Parce que ce qu'ils vont dire, ce qu'ils disent au premier abord, c'est on a mal vécu le dernier plan, ça n'a pas marché, ça a été difficile. Mais en fait, derrière, il y a plein de choses qui sont sous-entendues. Je ne pourrais pas les donner là parce que je ne les connais pas, mais c'est pour ça qu'on fait des interviews et qu'on interviewe de manière privée, dans le sens des entretiens confidentiels, parce que ça permet aux gens de ressortir quelles étaient leurs principales difficultés. En fait, la principale difficulté, elle n'est pas liée à l'outil. La principale difficulté, elle est dans j'ai pas été entendu, j'ai pas les ressources, je m'y retrouve plus dans cette boîte, je vois pas d'opportunité d'évolution dans mon poste. C'est plein de choses comme ça qui sont en lien mais qui sont pas dites. Et à partir du moment où vous faites intervenir une société de conseil externe ou je sais pas interne, et qui mettent à plat en fait, l'ensemble des réticences et qu'on partage ces réticences-là dans un endroit où il y a du cascading, c'est-à-dire à plusieurs endroits, en fait, les gens ont le sentiment d'être entendus. Et à partir du moment où c'est entendu, en fait, on peut le mettre derrière. On dit, OK, ça appartient au passé. C'est plus, et donc du coup, comme c'est passé,
Maintenant, on peut créer le nouveau projet libre du passé, libre de l'historique que j'avais vécu sur les précédents plans. Donc ça, c'est une première façon de faire. Deuxième façon de faire, et on l'a fait aussi, c'est qu'en fait, quand il y a des changements comme ça informatiques, c'est-à-dire des changements de pratique. Et ce n'est pas uniquement juste, on passe d'un logiciel où il fallait cliquer à droite, à gauche et en bas, à un autre logiciel où il faut cliquer à gauche, en bas, et puis c'est-à-dire qu'il y a des processus qui sont différents. Et donc du coup, vu qu'il y a des processus qui sont différents, en fait, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir dans ces processus les responsabilités. Il y a un outil qu'on utilise qui s'appelle les RACI, qui est un endroit où, sur des activités cœur de métier, on va mettre de nouvelles responsabilités et on va aider les entreprises à recréer à la fois ces processus et à redéterminer les rôles et les responsabilités au sein de ces processus, mais par consensus, c'est-à-dire en faisant des ateliers métiers, où on ne dit pas, du coup, c'est comme ça, appropriez-vous. Non, c'est qu'on les aide, on reconstruit avec eux. Et donc, du coup, ils commencent à s'approprier, ils comprennent la logique, puisqu'en fait, c'est eux-mêmes qui ont conçu et qui ont participé et qui ont contribué finalement au changement. Et à ce moment-là, on va avoir beaucoup plus d'adhésion. Voilà des premiers éléments de réponse. Ouais, je pense que Sylvie, pour aller plus en détail, ce qui serait intéressant, je pense, et comme ça, Antoine pourra avoir plus de contexte, c'est d'échanger avec lui directement parce que pourrait, voilà, en fonction des problématiques qui sont rencontrées, plus précisément du contexte, ce genre de choses, échanger de vive voix. Je pense que c'est intéressant, de rentrer plus en détail sur les sujets, pour définir une stratégie applicable, qui pourrait, s'intégrer dans l'entreprise. Mmh. Autre problématique que l'on avait, c'était donc Alison qui est la CEO dans le développement de solutions réalité virtuelle, qui passe en fait d'une société 100 orientée prestation de services à une logique, produit, Mmh. et donc il y avait le challenge en fait de faire adhérer les équipes, surtout celles qui sont techniques, à ce changement de paradigme. Non, moi, ce que j'entends, hein, c'est qu'avant une logique de service, ça veut dire que vous vendiez des projets, enfin, vous réalisiez des projets, les équipes R&D réalisaient des projets. Donc, du coup, c'était financé sur voilà, des temps jours hommes, j'imagine. Il y avait une charge de travail qui était allouée à une logique produit, c'est-à-dire qu'en fait, on a un paquet, on a un produit final à réaliser et avec des itérations successives, peut-être une agilité managériale à réaliser pour tenir un délai et un produit qui a été défini en avance, qui n'est pas co-créé en même temps, en fait. Et enfin, je ne sais plus si on parle des équipes R&D ou si on parle des équipes aussi vente ou réalisation, parce qu'en fait, quand on passe on va dire à la vente de produits, aussi, les personnes qui le vendent ou les personnes qui le créent, elles se sentent, enfin, qui le créent dans le sens qu'ils produisent, elles se sentent privées de leur créativité. C'est-à-dire qu'elles sont plus libres d'ajouter ce qu'elles veulent, puisqu'en fait, ça a été défini en avant et qu'en fait, soit il faut vendre un package, et donc du coup, il faut faire rentrer des gens et montrer que les problématiques des personnes rentrent dans le package qui a été construit, et donc il faut les enrôler. On n'est plus dans de la vente, on est dans de l'enrôlement. Et pour les équipes de production ou de réalisation ou R&D, en fait, on va leur demander à générer un produit qui est déjà là d'avance. En fait. Donc, du coup, à produire pareil, il y a moins de créativité, moins de latitude. Donc, il faut pour l'instant, en fait, ils peuvent se sentir perdants en fait dans la situation. Et on sait que dans les projets de transformation, il faut que chacune des personnes ait un avantage à changer. Sinon, ça crée une résistance. Donc, il s'agit de les aider à définir pour eux ce changement, de passer de prestation de service à produit. Qu'est-ce que ça change et c'est quoi leur bénéfice en fait à fonctionner comme ça? Il y a parfois sans doute un gain de temps et un gain de productivité. Donc, du coup, si on est dans les équipes produits, gain de temps, gain de productivité, on peut imaginer que du coup,
il y ait un bénéfice peut-être financier, parce qu'on est plus productif. Ou il y a un bénéfice qui est que on peut produire, enfin, j'essaie d'imaginer, hein, enfin, en tout cas gagner du temps et passer plus de temps à faire d'autres choses qu'on n'avait pas le temps de faire et qui sont peut-être créatives. C'est-à-dire que la créativité, elle se reporte. Moi, j'essaie de regarder, c'est la créativité qu'on mettait avant dans la fabrication des produits, en fait, elle se reporte ailleurs. Peut-être dans les modalités de management, peut-être dans la capacité à améliorer toujours le processus, à faire de l'amélioration continue. C'est-à-dire que la créativité qui perd à un endroit, elle se reporte à un autre, mais pour l'instant, ils ne le voient pas. Et donc, c'est l'idée de leur montrer où est-ce que ça se reporte. Pour des commerciaux, si c'est pour des commerciaux ou des consultants qui doivent aussi vendre ce type de produit, on peut se dire, OK, bah, du coup, ils font plus du sur-mesure. Ouais, mais en même temps, ils ont sans doute des difficultés en termes de taux de transformation. Parce que quand on vend un produit et qu'en fait, on est hyper large, bah, on a des taux de transformation qui sont beaucoup plus faibles que quand on a un produit très ciblé avec une cible très ciblée. Et donc, du coup, en tant que consultant ou commercial dans ce sujet-là, en fait, on va gagner en taux de transformation et en capacité finalement à toucher sa cible. Voilà. Et donc, du coup, c'est pareil, ça se reporte. C'est d'un côté, il fallait être très large sur l'innovation qu'on allait proposer aux clients. Et là, en fait, on est plus réduit, mais l'innovation, elle est reportée. Elle est reportée en fait sur la capacité finalement à toujours trouver la meilleure cible, peut-être sur le marketing qu'on va avoir. C'est juste qu'elle se décale en fait. La perte, en fait, où souvent les gens voient ça comme ça disparaît, en fait, se transforme, mais ailleurs, sur une autre modalité. Donc, voilà pour l'instant ce que je peux dire. Maintenant, si on rentre plus dans le détail, voilà, prenez un rendez-vous et puis on pourrait discuter et réfléchir avec vous de manière plus pointue. Ouais. Bon, pour ceux qui le souhaitent, hein, vous avez le petit bouton juste au-dessus des slides, hein, qui vous permet d'accéder à l'agenda de Antoine pour prendre un rendez-vous en fonction de vos disponibilités. On va prendre une dernière problématique qui était celle d'Emmanuel, qui travaille dans l'IT. Et donc, ils ont eu un passage du mode projet au mode produit. Il disait qu'il y avait un alignement relatif du CODIR et une annonce avant la réflexion, et en fait, qu'il y avait donc un clivage entre les équipes qui se transforment et les autres. Peut-être que là, vous avez un exemple concret de clivage où il peut y avoir des équipes en transformation et d'autres non, enfin, vous pouvez peut-être apporter un élément de réponse sur comment réussir à que tout le monde soit dans la transformation et non qu'il y ait un clivage entre les deux. Ouais, alors, je pense que pour avoir vécu et accompagné plein de transformations, il n'y a jamais personne qui va à la même vitesse que l'autre. Quand on regarde, hein, il y en a qui ont déjà des ressources qui sont déjà parties, d'autres qui attendent. Et, et donc, du coup, forcément, on n'a pas la même vitesse dans la transformation. Et souvent, les cadres dirigeants, c'est ce qu'ils veulent. Effectivement, ils sont là, ils disent, OK, tout le monde, on veut que tout le monde aille dans le même sens et qu'on harmonise la transformation. Et ce qu'on ne prend pas en compte, et je vais donner une autre image, c'est que, imaginons que moi, je veuille aller, que je dise à ma famille, on va passer les vacances tous ensemble, dans ma famille élargie, et on va aller sur la Côte d'Azur, voilà. Et ben, du coup, voilà, vous prenez le train de Paris jusqu'à Marseille, puis après de Marseille, vous allez jusqu'à Saint-Tropez. Il y a un problème. C'est que moi, ma famille est dispersée. Il y en a une partie à Strasbourg, une partie à Lille, une partie à Nantes, une partie à Bordeaux. Donc, si je leur donne le plan de transformation qui est le même pour tout le monde en partant de Paris, les gens ils vont me dire non, mais ça ne marche pas. Parce que moi, il faut que je rajoute du temps de trajet. Il faut que j'aille de Bordeaux à Paris. Et moi, ça me rajoute quelque chose. Et donc, du coup, tout le monde ne part pas du même endroit. Et souvent, dans une transformation, on oublie
que tout le monde ne part pas du même endroit. Et on oublie du coup dans le diagnostic de regarder et de distinguer, ok, mais où en est chaque service, chaque métier sur ce point de transformation, et donc du coup, comment on adapte ce plan de transformation. C'est pas juste on va à un endroit, c'est que on va spécifier pour chacun soit un plan de formation, soit un plan de coaching, soit en fait des ateliers parce qu'ils partent de plus loin pour pouvoir recalibrer finalement le point de départ et amener les gens au même endroit pour qu'ensuite ils puissent prendre le même wagon et le même train. Et donc dans le CODIR, quand ça se passe comme ça, c'est qu'il y a des gens qui partent pas du même endroit. On n'est pas tous alignés sur le même point de départ. D'où l'idée, en fait, de faire en sorte que chacun des membres du CODIR ou des directions intermétiers, finalement, partagent et co-construisent finalement déjà le diagnostic et participent à la création de la feuille de route. Et à ce moment-là, en fait, évidemment, ce sera toujours des alignés, mais on saura pourquoi. Et on ne sera pas en train de donner tort aux gens qui ne sont pas au même endroit. Et du coup, il y aura pas de problématique, puisqu'on sait que on n'a pas tous les mêmes choses à exécuter pour pouvoir faire partie du plan. Ouais, j'espère que Emmanuel, c'est plutôt clair pour vous. Puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler avec Antoine. On avait Hervé qui nous avait posé des questions. Alors, je pense que c'était au moment de quand Antoine, vous donniez le retour d'expérience à Reboul, qui nous disait quels indicateurs vous avez mis en place pour mesurer l'amélioration du fonctionnement. Et est-ce qu'il y avait également une deuxième question, si vous aviez évoqué la potentielle remise en cause du modèle économique avec le CODIR, en fait. C'était soit avec, parce que la question était il y a quelques minutes, c'est soit lors du retour d'expérience pour Reboul Jouffret, ou peut-être votre cas, le cas que vous avez utilisé pendant la conférence. C'est plutôt des réponses ou des questions pour l'échange avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, avec Reboul Jouffret, je pense. Ouais. Parce que ça apparaît comme après. C'est pas des questions qui sont en lien avec mon partage d'avant, Ouais. je crois. C'était ouais, ça date un petit peu, donc c'est pour ça que je savais pas à quel moment c'était. D'accord. Non, je pense que c'est plutôt des questions qui s'adressaient à la problématique de Reboul Jouffret sur l'alignement en fait sur les métiers. Ouais. Voilà. Et donc les indicateurs. Là, le sujet, j'essaie de revenir au sujet. Merci La Agnès difficulté à pour aligner les votre réponse. métiers sur les priorités sur un sujet qui est Je pense qu'on peut prendre de manière générale, Antoine, pour vous, quels sont les ouais. indicateurs de l'amélioration d'un fonctionnement dans le cadre d'une transformation? C'est quoi les indicateurs? Peut-être en donner 2-3. Quels sont les indicateurs qui vont permettre de voir qu'il y a une amélioration? En fait, les indicateurs, moi, je les distingue en 3 points. Il y a les indicateurs de résultats, donc qui sont centrés sur les résultats à accomplir du projet. Et donc, ça peut être, voilà, si on parle d'un projet, je sais pas, d'un projet sur une transformation sur de la production, c'est les indicateurs typiques qu'on va retrouver, c'est le taux de rendement synthétique des machines, c'est le volume de production, c'est l'évolution du volume de production, c'est le nombre de déviations. Voilà, c'est un indicateur projet-résultat. Et je pense que dans les indicateurs, souvent on en met plusieurs. On met des indicateurs de résultats, on met des indicateurs d'activité. Donc c'est la gestion du temps, la tenue des délais dans le plan, c'est des métriques qui sont en lien avec la qualité ou avec la quantité de travail et peut-être l'orientation, dans le sens vers où ça s'oriente. Et puis après, il y a des indicateurs de compétences et d'engagement. Donc
Donc, c'est la capacité, le fait que les gens aient le sentiment d'avoir les ressources, le fait qu'ils aient le sentiment de progresser aussi dans ce plan, c'est-à-dire personnellement, ils y trouvent un intérêt. Il y a des indicateurs de choses qui sont en train d'apprendre pour manager ce projet-là. Bref, en fait, nous, le triptyque, c'est toujours dans un projet de transformation, c'est des indicateurs de résultats, des indicateurs d'activité et des indicateurs de compétences. Et à ce moment-là, on voit que, en fonction, de toute façon, c'est corrélé, hein, je développe mes compétences, je développe du coup une autre activité, je développe du coup une nouvelle performance, que ce soit au niveau à un échelon individuel ou par métier ou par service. Ouais. Bon, bah, super. Alors, on a dépassé un tout petit peu le timing. Hem, Antoine, si vous voulez conclure peut-être, conclure et comme Conclure, ça, ouais, enfin, enfin, si je veux conclure, un des sujets clés quand c'est critique, c'est la capacité à créer un contexte dans lequel les gens sont sereins. C'est-à-dire qu'ils sont mobilisés vers quelque chose, un projet qui les anime et dans lequel ils se sentent quand même grandir. C'est-à-dire que le fait que c'est critique fait qu'il y a de la perte à un endroit, chiffre d'affaires, euh, perte de pouvoir, perte de temps. Et de l'autre côté, il faut qu'il y ait un moteur dans lequel ils voient qu'ils sont en train de gagner en termes de compétences, en termes d'activité, en termes de responsabilité, mais ailleurs. Donc, à partir du moment où on projette une image comme ça, on leur montre qu'en fait, ça se transforme. C'est-à-dire qu'il y a d'une perte, il y a un gain. Et à ce moment-là, ça embarque les gens. Voilà. bon, bah, super. En tout cas, je pense on va remercier les personnes d'avoir été présentes Ouais. aujourd'hui, d'avoir posé leurs questions. Pour ceux, voilà, qui ont des enjeux, de transformation, faut pas hésiter à parler avec Antoine, hein. Il sera là pour vous. Donc, n'hésitez pas à le contacter sur LinkedIn ou à prendre rendez-vous directement, avec lui. Je pense que je parle en son nom, mais je pense que Ouais, bah, oui, avec plaisir. c'est exactement ça. Donc, surtout si vous avez des enjeux, il pourra vous éclairer. Et bien, je remercie également tous ceux qui sont présents. Et j'espère à très vite pour une nouvelle conférence avec la prochaine avec Régis. Merci à toi, Pablo. Je termine l'événement. Ça marche.